Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hélène Guillot. Vous êtes directrice de l'ACLP, la plateforme de licence pour les cultures agricoles, pour évoquer les enjeux de propriété intellectuelle dans l'agriculture. Merci tout d'abord d'être avec nous. Et justement, j'ai d'abord envie de vous poser cette question. La propriété intellectuelle appliquée à l'agriculture, c'est quoi? Quels sont les dispositifs dont on dispose en la matière? Eh bien, tout d'abord, merci de me recevoir parce que la CLP donc, est une organisation très récente, donc vraiment on essaye d'expliquer, d'être dans l'explication à l'heure actuelle, surtout qu'il y a beaucoup de débats autour de la propriété intellectuelle en effet, à l'heure actuelle au sein de l'Union européenne. Donc le système de propriété intellectuelle sur les semences est plutôt simple. Enfin, il y a deux grands systèmes. Soit les sélectionneurs peuvent utiliser ce que l'on appelle le certificat d'obtention végétale, donc le COV, qui permet de protéger du coup l'ensemble de la plante, donc de la nouvelle variété qu'ils ont créée. Après, pour des choses un peu plus techniques, au sein de la plante, donc par exemple un nouveau gène qu'ils auraient créé, une méthode de sélection également qui peut être nouvelle, donc on entend parler, peut-être que vous avez entendu parler des CRISPR, du TALEN, donc voilà, ce sont des nouvelles approches scientifiques, et donc ça peut également bénéficier d'un titre de propriété intellectuelle assez standard, assez connu donc par le brevet. Donc là, il y a les mêmes critères de brevetabilité qui sont appliqués, que ce soit lorsqu'on brevette un mécanisme dans une automobile, etc. Donc voilà, ce sont les deux grands systèmes qui existent pour la protection des plantes ou plus spécifiquement des variétés dans l'agriculture. Après, il y a toujours bien d'autres outils qui sont à la disposition des sélectionneurs, donc des entreprises, tels que le dépôt de marque, notamment on voit ça dans les ornementales, donc tout ce qui est fleurs, les roses par exemple ont des noms de marques protégées, ce sont les plus connus, mais après il y a également tout le reste du panel de propriété intellectuelle, tels que le secret industriel, etc. On pourra y revenir un peu plus tard, mais voilà, donc pour l'instant on se focalise sur le COV, le brevet qui sont les deux grands outils en cours de débat au sein de l'Union européenne et au niveau international également. Et est-ce que ces deux dispositifs peuvent coexister? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on peut appeler ça un risque, je ne sais pas, vous allez nous le dire, de cannibalisation entre guillemets du brevet, enfin du COV par le brevet justement, qui protège plus? On espère. On souhaite bien sûr la cohabitation des deux systèmes parce qu'ils sont là pour protéger des choses totalement différentes. Le COV pour protéger la plante, la variété en tant que telle, et le brevet pour protéger des éléments de la plante tels que voilà, un gène ou une partie d'ADN qui ont été purement créés par les sélectionneurs. Donc on espère, on souhaite toujours qu'il y ait donc, cette coexistence et cet équilibre à trouver entre le COV et le brevet. Et pour ça, la législation a un gros rôle à jouer et c'est pour ça que l'on promeut, alors surtout au niveau de l'Europe, la mise en place de ce qu'on appelle l'exception de sélection pour le brevet, parce que c'est l'avantage du COV. Par rapport au brevet, on va dire clairement, c'est-à-dire que l'exception de sélection permet d'utiliser la variété d'un de vos concurrents sans rien lui demander et de créer à partir de cette variété, donc de faire des croisements, etc., de la recherche, encore une fois sans rien lui demander, aucune royalties à payer, et vous obtenez une nouvelle variété que vous pouvez protéger à votre tour par COV. Et donc cette exception de sélection, elle se retrouve dans le brevet pour seulement quelques pays à l'heure actuelle. La France en fait partie, donc ils ont mis en place cette exception de sélection pour les brevets en France. Donc c'est vraiment une avancée et il y a ce souhait de l'étendre à l'ensemble de l'Union européenne au moins. Voilà. C'est très clair, on voit que finalement il y a quand même beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour protéger, on ne peut pas breveter ce qui existe dans la nature, ce qui est vivant, et pourtant on entend quand même des critiques sur cette idée de breveter le vivant, c'est ce qu'on entend. À quoi c'est dû? Les entreprises qui brevettent peuvent être accusés de manque de transparence sur les brevets, parce que c'est toujours compliqué quand on est un agriculteur. Alors voilà, on prend toujours l'exemple d'un agriculteur ou d'un petit sélectionneur d'une entreprise de petite taille ou moyenne taille.
comment savoir la variété que vous obtenez pour faire vos croisements classiques, donc via le COV. Comment savoir si en fait il y a un trait breveté dedans. Donc ça, c'est un gros problème. Un trait, une caractéristique. Voilà, bien sûr. S'il y a voilà, un élément qui est breveté dedans. Parce que lorsque vous avez la semence qui est une graine, vous ne pouvez pas savoir au final s'il y a un brevet. Et donc il y a eu beaucoup de travail fait par les associations de sélectionneurs sur cet aspect de transparence. Et notamment, il y a une base de données qui est disponible au niveau européen, donc sur le site de l'association européenne Euroseeds. Donc cette base de données s'appelle Pinto. Et elle répertorie, alors de manière la plus exhaustive possible, mais après on est toujours là, on est sur vraiment sur le volontariat des entreprises de mettre en ligne les brevets dont elles disposent sur des variétés, mais il y a vraiment cette volonté. Donc cette base de données existe depuis 10 ans et on l'espère, voilà, on encourage toujours au sein des associations les entreprises à mettre à disposition leurs brevets. Donc voilà, il y a un vrai effort qui est fait au niveau de la transparence pour essayer vraiment de rendre ce sujet qui est très compliqué, très controversé, le plus transparent possible. Parce qu'il faut bien se dire, voilà, le brevet, c'est un outil qui est là pour la propriété intellectuelle et il faut jouer avec, il faut travailler avec et il faut essayer de rendre les règles les plus harmonieuses possibles. Donc la transparence est vraiment un aspect important sur lequel on travaille. Après, le deuxième point, une deuxième critique qui peut être faite, c'est, bon, alors très bien, maintenant on sait qu'il y a un brevet sur telle ou telle plante, comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Donc, on est une petite entreprise semencière, on n'a pas forcément les moyens de payer un cabinet d'avocats pour discuter en termes de licence, etc. Donc là, c'est le deuxième aspect, l'accès au brevet. Et il y a, donc on va y venir, des initiatives, encore une fois, du secteur privé pour rendre cet accès beaucoup plus facile aux entreprises de toute taille. C'est à ça que contribue notamment la CLP, c'est son objectif, cette plateforme de licence que vous dirigez. Voilà, exactement. Donc la CLP est en marche, si je puis dire, depuis 1 an maintenant. Mais donc sur les grandes cultures, et elle permet un accès facilité au brevet. Donc un accès facilité tout d'abord par l'application de cette exception sélection dont je vous parlais, qui est née à l'heure actuelle disponible que dans quelques pays, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse. En fait, grâce à la CLP, cette exception de sélection, elle est disponible sur tout le territoire de l'Office européen des brevets, plus Russie, plus Ukraine, qui est le territoire d'application de cette nouvelle plateforme, donc qui a été mise en place par maintenant il y a 9 entreprises qui sont membres, ce qui représente environ 98% du portefeuille de brevets sur les grandes cultures. Donc ce qui est quand même une très belle démarche de la part des entreprises pour mettre en place donc, cet accès facilité. Donc un premier volet d'exception de sélection qui s'applique sur l'ensemble du territoire. Donc là, tous les membres de la CLP peuvent utiliser le brevet d'un de leurs concurrents juste en faisant une déclaration très simple, et ils peuvent faire de la recherche et de la sélection. Après, le deuxième aspect, c'est que si le trait breveté se retrouve toujours dans la variété commerciale à la fin, bon, bah là, on retombe sur un schéma classique de demande de licence auprès du détenteur de brevet. Mais grâce à la CLP, cette demande de licence est vraiment facilitée. Donc les membres se sont mis d'accord sur ce qu'on appelle un accord de licence standard, donc qui est disponible également sur notre site internet. Donc tous les termes sont déjà négociés et en fait, la seule partie à négocier, c'est la partie royalties, qui bien sûr fait l'objet d'un échange personnel, bilatéral et totalement confidentiel entre le preneur de brevet et le porteur de brevet. Merci beaucoup pour cet éclairage.